Pour éviter le réchauffement climatique d'origine humaine, est-ce que nous allons devoir retourner au XVIIIe siècle? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Alors, tu as écrit un livre que nos auditeurs pourront retrouver dans la description de la vidéo, je mettrai un lien. Il s'appelle Des esclaves énergétiques, réflexion sur le changement climatique. Alors, j'ai pas eu encore le temps ni la chance de le lire, mais à en croire les résumés, tu explores les liens entre les énergies et la condition humaine, et notamment comment l'arrivée des énergies fossiles a été, au minimum, un accélérateur dans l'abolition de l'esclavage. Et l'année dernière, Vera Niskolski a sorti un livre qui, même si c'est pas son objectif, va également dans le même sens. Elle y aborde le lien entre, l'émancipation des femmes et l'amélioration des conditions matérielles liées à particulièrement, à cette révolution industrielle. D'où ma question, après cette trop longue introduction, est-ce que renoncer à l'énergie issue du pétrole et du charbon ne va pas nous entraîner dans des régressions sociales et sanitaires? Mhm. Alors c'est une excellente question et effectivement c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé en tant qu'historien, euh, ce qui m'a amené donc à écrire ce livre. Juste peut-être je peux raconter un petit peu l'idée de comment j'en suis arrivé à écrire ce livre. Euh, il y a quelques années, j'ai lu un livre justement de Jean-Marc Jancovici qui s'appelle toujours Le plein s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie, dans lequel Jean-Marc Jancovici faisait un lien entre justement, il utilisait le terme d'esclavage énergétique pour décrire les machines qui font aujourd'hui le travail qui auparavant était fait dans les familles aisées par les esclaves ou les serviteurs. Prenons l'exemple de la machine à laver. Aujourd'hui, quand on a besoin de laver son linge, on met dans la machine à laver, on appuie sur un bouton et c'est la machine à laver qui va faire le travail pour nous. Au XVIIIe siècle, puisque c'était ta question, souvent, alors quand on était dans une famille pauvre, on faisait la lessive soi-même, et quand on était un peu aisé, on avait des serviteurs ou des esclaves qui faisaient ce travail pour nous. Et Jean-Marc Jancovici s'était amusé, enfin amusé entre guillemets, à compter le nombre de personnes qui aujourd'hui, en fait, font le travail pour nous, enfin, combien de personnes il y aurait besoin si on voulait se passer de tous ces esclaves énergétiques. Et il avait calculé que, alors, suivant la façon dont on calcule, est-ce que c'est des personnes qui travaillent 8 heures par jour ou beaucoup plus, etc. Enfin, il était arrivé à un calcul qu'il fallait une centaine d'esclaves virtuels ou esclaves énergétiques. Il faudrait 100 personnes à peu près pour produire le niveau de vie de même quelqu'un de relativement modeste qui travaillerait avec le salaire minimum en France. Et à peu près au même moment que je lisais ce livre, j'enseignais à l'université de Lille à l'époque. Et j'avais un étudiant qui m'avait posé la question suivante. Il m'avait dit, Monsieur, comment est-ce que c'est possible qu'au XVIIIe siècle, des gens pouvaient être propriétaires d'esclaves et ne pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient? Et j'avais répondu un petit peu du tac au tac. Est-ce que vous pensez que dans quelques générations, nos enfants ou nos petits-enfants ne risquent pas de penser que la manière dont on vit aujourd'hui, euh, on, on- on se comporte un petit peu de la même façon que les propriétaires d'esclaves des siècles passés? Et justement, je pensais à ce que disait Jean-Marc Jancovici sur l'utilisation de ces esclaves énergétiques qui, dans la tête de Jean-Marc Jancovici, il n'y avait pas de connotation morale négative à utiliser des esclaves énergétiques. Il ne disait pas utiliser des esclaves énergétiques, c'est mal, mais en faisant un petit peu le lien entre ce qu'il il expliquait, Jean-Marc Jancovici expliquait que utiliser ces esclaves énergétiques qui, alors avec l'exception de la France où une partie importante de l'électricité est produite par le nucléaire, dans la majorité des pays du monde, l'électricité est produite par des énergies fossiles. Il y a plus de 50% d'électricité qui est produite par du charbon. Souvent, c'est du charbon d'ailleurs, un petit peu du gaz, un petit peu du pétrole, mais surtout du charbon.
Et c'est très polluant, donc on sait que ça produit du réchauffement climatique, et on sait aussi que ça crée des problèmes de dépendance à des tas d'effets négatifs. Et en fait, euh, cet étudiant m'avait dit, bah, pour moi, les propriétaires d'esclaves du XVIIIe siècle, c'est un peu comme des barbares. Je n'ai pas envie d'étudier l'histoire de ces gens-là parce que j'ai tellement rien à voir avec eux, avec ces barbares. C'est tellement étranger à qui je suis que ça m'intéresse pas en fait d'étudier ces barbares. Et moi, je lisais donc à la fois ce livre de Jean-Marc Jancovici à ce moment-là, puis j'étais aussi, je me suis rappelé aussi les paroles de Jésus dans les évangiles où il dit aux pharisiens, il y a ce passage dans les évangiles de Matthieu, vous autres pharisiens hypocrites, vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas persécuté les prophètes. Et vous allez sur leur tombe, vous décorez leur tombe, etc. etc. Et puis, euh, je, je, je me rappelais qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui des mémorials, des monuments qui rendent hommage à des héros de l'abolition de l'esclavage et des héros de l'abolition de la ségrégation, enfin de la fin de la ségrégation. Donc, par exemple, Abraham Lincoln ou Martin Luther King. C'est aussi des tombeaux qui sont honorés par nos contemporains. Tout le monde reconnaît que Abraham Lincoln et Martin Luther King ont été, entre guillemets, des justes dans leur combat pour l'abolition de l'esclavage, pour la fin de la ségrégation. Donc il y a un consensus autour de ces justes, de la justesse de leur combat, heureusement. Donc, on bâtit, on décore des. J'habitais à Washington aussi aux États-Unis, donc je passais tous les jours en vélo devant ces monuments. Et en fait, ça m'a un petit peu fait réfléchir en se disant, ben voilà, aujourd'hui, on reconnaît que par exemple, ceux qui sont battus pour abolir l'esclavage, ils sont honorés, on comprend la justesse de leur combat. Mais aujourd'hui, ceux qui se battent, c'était il y a, quand je parle de ça, c'était il y a pratiquement 20 ans maintenant que je faisais ce cours à l'université de Lille et on reconnaît la justesse de combat, mais par contre, ceux qui luttent pour essayer de abolir l'esclavage énergétique, c'est-à-dire de réduire finalement notre utilisation des énergies fossiles, eux, ils sont encore sujets de beaucoup de calomnies, beaucoup d'attaques, beaucoup de gens qui disent ce combat pour réduire l'utilisation des énergies fossiles, on se moque d'eux, il n'est pas juste, etc. Et donc, j'ai fait un petit peu ce parallèle dans ce livre où j'ai essayé de montrer que aujourd'hui, la façon dont on utilise des esclaves énergétiques, euh, en soi, c'est pas mal. Je veux dire, il n'y a aucun problème. S'il n'y avait pas, si aujourd'hui, quand j'appuie sur le bouton de ma machine à laver, je ne produisais pas indirectement, quand j'appuie sur le bouton de ma machine à laver, j'utilise de l'énergie. Cette énergie, elle doit être produite par quelque part, quelque chose. Alors aujourd'hui en France, la machine à laver, c'est beaucoup de l'énergie nucléaire, mais on sait que l'énergie nucléaire, il y a un certain nombre de problèmes liés à l'énergie nucléaire. Mais la plupart du temps, c'est du charbon qui va être brûlé pour permettre de fabriquer de l'électricité qui va être ensuite utilisée pour ma machine à laver. Et cette électricité, donc, elle n'est pas neutre dans la mesure où il y a derrière, il faut produire cette électricité. Et souvent, on sait que ça va produire des gaz à effet de serre ou alors des déchets radioactifs, un certain nombre de nuisances qui vont avoir un effet indirect sur le réchauffement, enfin un effet direct plutôt, sur le réchauffement climatique, par exemple, et donc, comme je l'expliquais l'autre fois, qui va nuire à des gens à l'autre bout du monde et aux générations futures qui, elles, n'ont rien demandé et qui sont innocentes par rapport à ma consommation d'énergie fossile. Et donc, j'ai juste dans ce livre essayé d'attirer l'attention en disant, en quelque sorte, en fait, la lecture de ce livre de Jean-Marc Jancovici m'a amené à ce que les anciens appelaient une conviction de péché. C'est-à-dire que j'étais convaincu jusque-là d'être moralement supérieur à la majorité des gens autour de moi et que j'avais pas vraiment besoin de Jésus-Christ comme sauveur. J'avais l'impression que ma vie était plutôt globalement bonne,
moralement relativement juste et que je n'avais pas vraiment besoin finalement du sacrifice de Jésus. Et c'est cette prise de conscience qui m'a amené donc à cette conviction de péché et qui m'a amené en fait à écrire ce livre en disant bah, finalement je me sens d'une certaine façon euh, pas mieux qu'un propriétaire d'esclaves du XVIIIe siècle qui utilisait des esclaves tout en sachant très bien le mal qu'ils faisaient. Alors évidemment, comme moi, les propriétaires d'esclaves du XVIIIe siècle se donnaient des tas d'excuses. Et certaines de ces excuses étaient, entre guillemets, relativement pertinentes. J'ai écrit un autre petit article, qui d'ailleurs va être traduit en français bientôt, qui s'appelait Thomas Jefferson et moi. Thomas Jefferson, c'était un des premiers présidents américains, et c'était aussi un anti-esclavagiste, et en même temps, il était propriétaire d'esclaves. Ça paraît un peu incohérent. De la même façon qu'aujourd'hui, on va dire un Leonardo DiCaprio, il est à la fois écolo, entre guillemets, il est pour la réduction du changement climatique, il fait des documentaires là-dessus, etc. Puis en même temps, il fait des choses qui sont tout à fait critiquables et critiquées en allant passer des vacances dans un yacht avec ses amis, en prenant un jet privé ou je ne sais pas quoi. Et on voit bien que Leonardo DiCaprio, on peut l'accuser, à juste titre, d'être incohérent et d'être en quelque sorte hypocrite. Mais moi aussi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que moi aussi je suis hypocrite parce que moi aussi je continue tout en sachant pertinemment que ce que je fais n'est pas très bien, je suis aussi en train de contribuer au changement climatique, même en faisant cette visioconférence avec toi, David. On sait qu'on utilise des ressources. J'utilise un ordinateur, de l'électricité, on utilise des données mobiles, etc. Donc, j'ai pris conscience en fait du fait que j'étais pêcheur, que j'étais peut-être pas mieux qu'un propriétaire d'esclaves du XVIIIe siècle et que peut-être dans quelques générations, les générations futures allaient dire de moi, mais comment ils étaient barbares ces gens-là, ils ne se sont pas rendus compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, petite anecdote, puisque la dernière fois on a parlé un petit peu de Greta Thunberg, Greta Thunberg est née à peu près au moment, à 1 ou 2 ans près, où je donnais ce cours sur l'esclavage et où j'ai dit à mon étudiant, vous verrez, les générations futures risquent de nous accuser aujourd'hui, dans quelques temps, d'être des barbares. Et aujourd'hui, Greta Thunberg, elle nous accuse de ça. Elle dit, vous êtes des barbares, vous, la génération des adultes. Et Greta Thunberg, voilà, elle est née à peu près en même temps que ma fille. Et c'était à peu près au moment de la naissance de ma fille que je faisais ce cours. Donc, on voit que la jeune génération, de la même façon que, je ne dis pas qu'ils ont raison de nous accuser de ça, parce que, je veux dire, nous, moi ou les générations avant moi, on est aussi à la fois, je dirais, coupable et en même temps aussi victime de tout ça. Parce que ni toi ni moi, on a choisi de naître au XXe siècle en Europe et on peut difficilement faire aujourd'hui sans les énergies fossiles. On voit bien tous les effets tout à fait bénéfiques que les énergies fossiles ont apportés. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit, par exemple, Samuel Furfari, euh, sur les bénéfices qui ont été apportés par les énergies fossiles. Et il ne s'agit pas, dans le discours écologiste, de nier ces bénéfices-là, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on peut limiter les effets néfastes de ces énergies fossiles tout en ne perdant pas la qualité de vie indéniable qui s'est améliorée, il est indéniable, en tout cas par certains côtés, qui nous a été apporté par les énergies fossiles. Quand je dis par certains côtés indéniable, c'est que rien n'est jamais simple dans la vie. Et on a eu des améliorations évidentes grâce aux énergies fossiles, mais on a aussi des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avant qui sont directement liés aux énergies fossiles. Je prends un exemple tout bête, téléphone portable, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'addiction des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont des moins jeunes aussi, qui sont addicts aux téléphones portables. Des vagues d'obésité aussi qui se développent à cause de l'inactivité, du fait que beaucoup de gens passent beaucoup de temps, du fait que bah, maintenant, on n'a plus besoin de marcher parce qu'on peut prendre une trottinette électronique, trottinette électrique, par exemple, et hop, du coup, on ne marche plus. Je vois des enfants qui ne marchent plus parce que dès qu'ils ont 2 ans, on leur offre
un petit objet électrique qui va les déplacer. C'est rigolo, mais ça crée des autres problèmes. Voilà. Alors, pour revenir à ta toute première question, est-ce qu'il faut revenir au XVIIIe siècle? Non, absolument pas. Simplement, il faut prendre conscience que ça rejoint aussi ce qu'on disait l'autre jour sur le problème entre le développement économique et la tension qui existe entre le développement économique et la protection de l'environnement. Et donc, il faut aujourd'hui, alors c'est ça toute la complexité du problème, c'est comment arriver à garder les meilleures choses du développement sans compromettre, parce que c'est de ça dont il s'agit, sans compromettre la survie de la vie sur Terre, en fait. Alors, j'exagère un tout petit peu. Je pense qu'il y aura toujours, la vie sur Terre n'est pas menacée directement. Je veux dire, il y a plein d'espèces qui disparaissent. Alors, quand même, ça, si. Mais je veux dire, je pense pas que même l'humanité soit menacée par le réchauffement climatique, l'humanité dans son ensemble. Mais par contre, on n'est pas à l'abri de réduction massive de nombre de personnes sur Terre dû à tous ces problèmes qui peuvent se cumuler et s'enchaîner. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que toutes les tensions liées à la question de l'énergie et au réchauffement climatique font que ça accroît la pression et le stress international, ce qui aussi engendre des conflits ou contribue à alimenter des conflits un peu partout. On pourrait prendre l'exemple de la guerre civile en Syrie, par exemple, ou dans d'autres pays où ces deux facteurs, l'énergie et le climat, sont directement impliqués. Alors, euh, je pense que finalement, sans essayer d'idéaliser un passé du XVIIIe siècle, et moi je suis historien, donc je sais très bien que la vie au XVIIIe siècle, elle n'était pas simple. Il y avait des choses qui étaient certainement plus simples au XVIIIe siècle, mais globalement, je n'aspire pas à retourner à vivre au XVIIIe siècle. Mais l'intérêt en tant que chrétien, c'est on a quelque chose en fait qui nous est proposé dans la Bible qui est tout à fait en réponse à toutes ces questions qu'on se pose. C'est la notion du contentement. Que je préfère ce terme, les écologistes aiment beaucoup le terme de la sobriété heureuse. On peut tout à fait, je trouve que c'est bien aussi comme concept, la sobriété heureuse, mais dans les évangiles et dans les épîtres du Nouveau Testament, on a cette notion du contentement. Dans 2 Timothée, par exemple, l'apôtre Paul dit que il faut apprendre à se contenter, la piété avec le contentement. Hein, c'est la phrase de Paul. Tout au long des épîtres, enfin des évangiles aussi, on a l'exemple de Jésus-Christ qui finalement semble vivre une vie exemplaire en ayant, il n'a pas de SUV, Jésus-Christ. Il n'a pas de jet privé, il n'a pas de yacht, il n'a pas même de fruits exotiques à sa table. Il se contente des choses simples. Il a choisi, il aurait pu choisir de naître dans le palais de Hérode. Il a choisi de naître voilà, dans une étable, dans une famille très humble. Euh, Ce matin, en équipe, ici au Courmet, on relisait dans Philippiens tout un passage sur il a choisi de se dépouiller de sa gloire, de sa puissance, de sa richesse pour endosser une condition humble comme nous. Et je pense que la clé, elle est là, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on peut proposer finalement au monde quelque chose que le monde ne peut pas proposer. Aujourd'hui, le modèle du monde, c'est de dire il n'y a pas de vie après la mort. Il faut profiter de votre vie maintenant, profiter de la vie au maximum en consommant. Et on nous abreuve de publicités, d'affiches, de consommation. Alors, partez en vacances, achetez un gros SUV, achetez-vous le dernier sac à la mode, achetez-vous le dernier iPhone, le dernier truc, machin. Et on nous fait croire, mais tout ça, c'est un mensonge. On nous fait croire que tout ça nous rend heureux. Et en fait, c'est pour masquer le vide
du monde. Le vide qui, en fait, ne peut pas proposer quoi que ce soit de mieux que ça, puisque le monde matérialiste n'a rien à offrir en dehors des plaisirs du monde. Mais nous, on a cette espérance que d'une part, le vrai bonheur, la vraie joie, elle ne vient pas de là, mais elle vient d'une relation avec Jésus-Christ, que finalement, c'est ça qui apporte le bonheur. Et de toute façon, toutes les études psychologiques, etc., confirment que la consommation ne rend pas heureux. D'ailleurs, il suffit de regarder les personnes les plus heureuses aujourd'hui ne sont pas celles qui sont avec des yachts et des jets privés, hein. Alors, j'en connais pas, mais indirectement, j'ai dans mes cercles de relations, j'ai des personnes qui côtoient ce type de personnes et qui me confirment que c'est en général une catastrophe. Les relations à l'intérieur des familles sont en général catastrophiques à cause de l'appât du gain, tout simplement. Les enfants, en général, vivent très mal quand les enfants de milliardaires, en général, ils tournent très, très mal, etc. Donc, tout ça pour dire que on a cette proposition d'un chemin différent qui est fait par l'Évangile, qui est un chemin de dépouillement, de sacrifice, de don de soi-même, de partage des ressources. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur la nature humaine et sur le fait que voilà, il suffit de tout partager. Ça, je pense que c'est des idéologies de type communiste qui ont montré leur nocivité, euh, parce que on ne peut pas forcer les gens justement à vouloir donner naturellement, partager, etc. Il faut qu'il y ait une vraie transformation du cœur. Et là encore, je crois vraiment à la puissance de l'Évangile. Oui, merci beaucoup Jean-François. Ça serait intéressant de te retrouver dans quelques temps pour continuer ces discussions, voire en aborder des nouvelles. Dans tous les cas, tu reviens quand tu veux. Eh ben, merci pour l'invitation, David, et puis c'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt.